Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une série au nombre d'épisodes, encore pas tout à fait définie parce que dans le rush du quotidien, je suis encore un petit peu en train d'identifier comment je vais dérouler mes différents sujets. Ceux qui me suivent de près, qui sont abonnés à la chaîne ou qui sont plus présents sur le Discord le savent, je suis allé en Pologne, à Varsovie, retrouver les équipes techniques de chez TCL pour cet événement quasi annuel, pas tous les ans, mais voilà, on a eu cette année, qui s'appelle TCL Experts Meet Experts, et à l'occasion de cela, eh bien, on revient tout simplement sur les évolutions techniques, technologiques, qu'est-ce qu'il se cache à l'intérieur des téléviseurs de la marque, téléviseurs qui intègrent des dalles LCD, mini LED, que l'on va retrouver chez bien d'autres constructeurs qui emploient la technologie, qui emploient ces panneaux de chez TCL CSOT, et qui eux ne disent absolument rien. Donc moi, je suis bien content, je suis allé prendre mon petit shoot technique, et c'est donc la première des vidéos qui va être consacré ici à l'évolution. Que se passe-t-il entre les gammes 2024 et les gammes 2025? Alors, je tiens à vous rassurer, j'ai vu les C8K, j'ai vu les C9K, j'ai vu le C7K. Les conditions, je vous l'expliquerai dans les prochaines vidéos, n'étaient pas parfaite pour aller vraiment dans le détail, mais néanmoins, j'ai pu m'approcher de ces TV, j'ai pu réaliser également des images, j'ai pu réaliser également des mesures du C8 et du C9K en version 65 pouces, mais j'étais pas tout seul, même si on n'était que deux Français, il y avait d'autres pays, et puis surtout, on n'avait pas 50 000 téléviseurs non plus. Et si j'ai décidé justement de me focaliser pour cette première vidéo sur les évolutions techniques, technologiques qui sont à l'intérieur des produits 2025 par rapport au modèle de 2024, c'est d'abord parce que les produits qu'on avait sur place n'étaient pas des produits définitifs, que ça va vite, qu'on a des boucles de démo, même si j'avais amené des Blu-ray, etc. Et puis l'autre raison aussi, c'est que au moment où j'enregistre, là, le 19 mai, les produits de 2025 ne sont pas massivement disponibles, et puis surtout les produits de 2024 sont activé, où il y a des promotions qui font que vous êtes sans doute en train de vous demander, mais alors qu'est-ce que je fais? J'attends un modèle de l'année prochaine ou je prends un modèle de 2024 qui était un bon modèle? Pour y répondre déjà en partie, en tout cas sur le papier, à ces questionnements-là, on va balayer un petit peu tout ce qui m'a été partagé. Il y avait du slide, il y avait du propos technique de la part de Marek, on n'est jamais déçu. Moi, je suis vraiment allé me reprendre ce shoot technologique et j'ai beaucoup apprécié. Pour y revenir et pour essayer de décrypter et vulgariser un petit peu tout ça, je vais basculer sur l'ordinateur, OBS, la webcam, pour justement commenter les nombreuses slides qui nous ont été partagées. C'est parti, on bascule. Et me voilà désormais devant l'écran pour une vidéo où je vais vous parler donc des différences entre les modèles 2024-2025, la montée en gamme, mais aussi vous apporter des éléments qui nous ont été apportés sur cette partie technique avec pas mal de slides qui vont suivre. J'espère là aussi que ça vous intéressera. Et puis surtout, c'est extrait en plus d'une première vidéo que j'avais tournée où j'avais tout regroupé et en fait elle était très longue. J'ai décidé de découper et donc c'est pourquoi je sais que d'ores et déjà vous retrouverez très bientôt sur la chaîne YouTube une vidéo cette fois-ci qui va être consacrée plus à l'approche chiffre marché, le futur du broadcast, etc. Alors on va rebasculer ici sur ce que l'on a devant les yeux avec cette slide qui est une photo. Je n'ai pas encore reçu vraiment les slides propres de la part de TCL. Je voulais quand même réagir assez vite à tout cela. En tout cas, cette image, elle met ici en lumière tout simplement la logique d'évolution des plateformes techniques en matière de luminosité, en matière de contenu, et ici en l'occurrence les contenus HDR, et comment tout cela, ça se comporte. Et c'est amusant parce qu'ils nous ont dit, nous aujourd'hui, on a un vrai gros défi technique, technologique, ça aussi je vous en ai régulièrement parlé, c'est comment on maîtrise cette diode, comment on la maîtrise, cette mini LED, et comment on parvient à suivre ce que l'industrie du cinéma, les contenus veulent, tout en étant capable de proposer des choses qui sont flatteuses à l'œil des consommateurs, parce qu'on sait qu'on aime bien ils aiment bien que ça pète, ils aiment bien qu'on voit les détails, etc. Et Marek a tout plein de phrases comme ça, un petit peu rodées, qu'il dit avec un ton très stoïque et qui sont très drôles. Et donc voilà, donc on a ici cette slide qui tout simplement représente ici la courbe que vous avez déjà vue si vous êtes abonné à la chaîne quand je vous fais les résultats des mesures. C'est la courbe PQ qui illustre ici la logique de tone mapping du téléviseur, comment il fait lorsqu'on passe d'une luminosité à 0 à 100% de luminosité, comment lui il suit cette courbe PQ. Et donc c'est intéressant parce que on voit
bien ici, et ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, que les constructeurs aujourd'hui ne se calent plus du tout sur cette stricte courbe. Il faut vraiment aller chercher presque un calibrage, en tout cas un calibreur professionnel comme Cédric Louis, qui lui va vraiment faire au max pour que ça vienne talonner les courbes. Parce qu'avec les logiques de tone mapping qui sont appliquées aujourd'hui, et les logiques évidemment Dolby Vision, HDR10, etc., s'ajoute aussi ce que l'on a juste ici, là, c'est le capteur de luminosité ambiante. Et ce capteur de luminosité ambiante, eh bien, il fait travailler le téléviseur dans cette plage-là, qui est matérialisée par ces deux zones rouges. Et ensuite, eh bien, en fonction des modes d'image que vous allez choisir, par exemple un Dolby Vision lumineux, un Dolby Vision dark, ou si vous avez un Dolby Vision IQ qui va se mettre en mode dark, eh bien, il va aller travailler sa courbe de tone mapping peut-être en dessous de la courbe de référence. Si vous voulez quelque chose qui fait ressortir les détails, eh bien, il va travailler à appliquer une courbe de tone mapping qui est un peu au-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à maîtriser pour plusieurs raisons. C'est vrai que ces raisons, vous les avez peut-être pas en tête, parce que même moi, je me suis dit, bah oui, en effet, ça crée une multitude de possibilités. C'est que dans les signaux que l'on reçoit sur nos téléviseurs, qui sont des téléviseurs 16 neuvième, on va avoir des contenus diffusés en 16 neuvième HDTV qui sont ici, qui occupent ici 100% de la taille de l'image, On va avoir les contenus en 2:1 avec nos petites bandes noires ici, qui vont être les ratios, enfin les contenus que l'on va avoir over the air avec OTT, avec ici finalement plus que 89% de l'image qui est occupée, donc le reste, ce sont des bords noirs, dont je sais que certains se plaignent d'avoir des bords noirs qui sont un petit peu gris, avec de la luminosité qui déborde, etc. Tantôt, c'est pour des raisons structurelles du panneau, il n'y a pas assez de mini-LED, il n'y a pas assez de zones, c'est pas assez bien géré, etc. Puis tantôt, ça dépend uniquement, effectivement, peut-être que de cette logique de gestion de la puce, en l'occurrence. Et puis, on a ensuite ce format 2,4:1 Ultra HD Blu-ray, et qui là n'occupe plus que 74% du panneau. Donc tout ça, ça crée au final tout un calcul que la puce doit faire en fonction de son nombre de zones, de ce qui est demandé au niveau de la courbe ici PQ, enfin de ce tone mapping. On gère ensuite donc cette fameuse APL-ABL et puis voilà, on obtient ce fameux résultat final HDR avec la gestion du peak brightness pour ne pas que ça clippe, parce qu'on voit que l'idée, c'est que ici, quand on arrive en haut de la courbe, quel que soit le comportement qu'on lui donne, quand on est au maximum ici de la luminosité, eh bien il faut que tout rentre dans l'ordre pour ne pas avoir de phénomène de clipping, c'est-à-dire de surbrillance, d'image cramée et donc d'instruction de l'image qui disparaissent, tout simplement des choses qui devraient être visibles, qui ne le sont plus. Et tout ça, vous l'avez là, vous dites, ok, ça, déjà il parle vite, le gars, est-ce que j'arrive à suivre? Il y a plein de choses qui se passent, très bien, mais surtout, au-delà de tout ça, regardez un petit peu, je vais y revenir sur cette slide, mais regardez un petit peu, pour 2025, ici, c'est C6, C7, C8, C9, X11, et vous voyez un peu le nombre de références ici et les spécificités de chacun de ces écrans, chacune de ces diagonales, et je la partagerai sur le Discord, mais encore une fois, j'aimerais que ça reste autant que possible sur la chaîne YouTube, et que si on vous en parle, dites-leur, va voir David, il t'en parle dans une vidéo. Et en fait, ici, certains vont, comme je le disais, être en transe, parce que il y en a parmi vous qui font des calculs pour savoir quel est le nombre de diodes et combien il y a de zones au mètre carré. Et là, vous avez toutes les infos. Vous les avez toutes ici. Le SQM, c'est le square meter pour les zones. Vous avez le SQM pour le nombre de pixels par zone, etc. Et ensuite, on a le type également de lentilles. On sait qu'il y a notamment cette année les dalles WHVA, les dalles HVA, WHVA avec le Crystal Glow, pardon. Et alors, SLC, c'était Super Condensed Lens. Et donc, pour SLC, et je pense que du coup, SMCL, c'est Super Mini LED Condense Lens. Donc, c'est je pense, le type de lentille qui vient se poser sur l'émetteur, en fait, sur la diode. Diode qui peut être de type 3PN, donc les fameuses 3PN Junctions. Là aussi, il y a une vidéo sur la chaîne, ou une autre qui en intègre 6 et qui permet donc de booster également un petit peu plus la luminosité. Donc voilà, donc ça, ne vous en faites pas, si vous le souhaitez, je pourrais le partager, mais on a vraiment ici un nombre d'informations. Quand je vous dis que TCL nous livre un nombre d'infos qui n'est
nulle part ailleurs. Après, on peut essayer de l'extrapoler en se disant peut-être qu'une série C7 va se retrouver sous un QN quelque chose chez Samsung, par exemple. Mais je ne mettrai pas ma main à couper puisque Samsung fait justement partie de ceux qui ont décidé de ne absolument plus rien communiquer. Et comme ça, c'est très très bien. À part, ils nous parlent d'intelligence artificielle, mais alors sur la technique, débrouillez-vous. Ensuite, en plus, dans toutes ces logiques de gestion, on a la conception des châssis et des écarts, les fameux optical distance, qui séparent le rétroéclairage du panneau LCD. Ici, ça démarrait sur de l'OD30 et on est sur de l'OD5. Et je vous rappelle qu'en 2025, ça varie entre 5 et 7 mm, je crois, m'avait dit Olivier. Là aussi, vous avez toutes ces informations dans ma vidéo de présentation de la gamme 2025 et beaucoup de choses qui étaient déjà bien illustrées. Ensuite, on a un autre truc, puisque du coup, il faut qu'on gère ce taux de mapping, etc. Là aussi, en avril, je vous avais dit, j'ai discuté avec Marek, et on y reviendra parce que il m'a dit qu'on passe de 16 à 23 bits, et c'est quelque chose que Olivier, également Semnou de chez TCL France, et je le remercie, avait commencé à me dire. Il m'avait dit que on est dans la gestion de la diode. Et ces bits, en fait, représentent un nombre de paliers. 16 bits, on était sur 65 536 paliers de gestion du niveau de la diode. Et Marek m'avait clairement dit, oui, alors cette année, on en annonce 23, mais attention, ces 23 bits, ils vont pas être sur un scope de très haute luminosité, parce que ça, on sait le faire. La vraie grosse difficulté, en fait, c'est de maîtriser la diode quand c'est de la basse luminosité, les zones sombres, etc. Et donc là, finalement, cette année, on arrive avec du truc 23 bits, sur certains modèles sans doute, et puis peut-être que certains en font un peu moins, etc. Et donc, on voit en fait qu'on a sur ici cette zone-là, en fait, ce power management, la basse luminosité ici, en fait, est gérée sous une logique d'un module, enfin c'est un principe de modulation de la diode qu'on vient faire flasher. J'ai pas pensé sur le moment à demander exactement comment ça fonctionnait, mais en fait c'est pas un courant qu'on envoie dans la diode et qui reste à une intensité lumineuse stabilisée. Ça, c'est pas possible, c'est pas le fameux DC nits, ça intervient seulement à partir d'une certaine puissance lumineuse. Et il faut que vous sachiez que ce que l'on voit ici en rouge, là vous voyez qu'ici on a 500 nits, et bien en fait là ici c'est tout ce qui se passe non seulement dans la zone sombre de l'image, parce que là ici on est sur le blanc à 100%, donc non seulement c'est ce qui se passe dans la zone sombre de l'image, mais en plus c'est ce qui se passe sous une puissance lumineuse, nous a dit Marek, de moins de 70 nits. Ici c'est 70 nits. Et vous voyez donc ici, ça c'est contrôlé sur juste cette portion-là, elle est contrôlée sur 12 bits, cette fameuse PWM qu'on retrouve ici. Et ensuite, le DC, qui lui est vraiment le courant électrique qui va faire varier l'intensité lumineuse de la diode, il est sur 11 bits, donc sur 65 000 paliers. Donc là, on a 12 bits pour la gestion des zones sombres et on en a ici 11 pour le reste. Ça, c'est comment se comporte l'intensité électrique que l'on envoie dans la diode. La courbe de luminosité, elle est là. Elle monte de manière progressive, on passe de 0 à 100%, on atteint 2500 nits ici, c'est l'exemple qui est pris, et puis on atteint un blanc à 100%. Sauf que la LED elle-même, en réponse, vous le voyez, elle est quasi inversée, enfin elle ne suit pas la courbe de l'intensité lumineuse. C'est-à-dire qu'on envoie un courant, et en fait elle est symétrique, mais pour autant elle n'est pas, la diode elle ne suit pas ça, elle n'est pas linéaire. Sa montée en puissance lumineuse n'est pas linéaire. Donc tout ça fait que, il y a des algorithmes qui sont présents juste en dessous là. Et donc on envoie notre courant, la diode se comporte comme ça, et l'idée c'est qu'en fait il faut qu'elle suive ça. Donc voilà, il y a une logique algorithmique qui fait et de calcul scientifiques, mathématiques qui nous ont été montrés, enfin qui nous ont été partagés. Voilà, c'est le petit truc là. En même temps, je suis pas scientifique, mais voilà, c'est ce que vous avez là sous les yeux, et ça rajoute donc cette couche de difficulté pour maîtriser cette diode. Donc on arrive à notre gamme 2025 et déjà là on peut voir que vous allez la retrouver avec des namings un petit peu différents. Donc là ici on a un C7K et Q7C et on est donc sur la gamme que TCL appelle Precision. On a une couche d'émetteurs bleus, on voit qu'on a des diodes ici qui sont plus ou moins grosse, qu'il y a une densité qui est plus ou moins importante, qu'on a ici le Quantum Dot Diffuser qui ensuite adresse le panneau LCD, et en plus au milieu de tout ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, on a un système de filtre également qui condense le faisceau lumineux. Donc ça c'est appelé la gamme Précision.
puissance lumineuse en boost 3000 nits, puissance en pic 1500 nits, le mode boost, je vais vous en parler juste après. On est donc sur une structure avec ces fameuses 3 PN junctions, avec les émetteurs Blue LED. Ici, on passe à 5000 en boost et 2005 en pic sur le C8 et Q8C, et on est sur 6 PN junctions, et je ne sais pas trop ce que c'est que ce 2880, 1500, c'est les, non, c'est pas les zones, si c'est les zones tout simplement, donc 1568, 2880, ici on est sur 5184, parce que du coup, le Q8C, on voit que désormais ici, on a des diodes qui sont un peu plus petites, un petit peu plus resserrées, on a toujours le Quantum Dot Diffuser, et on a toujours donc ce qui se passe ensuite sur le panel LCD. Le C9K, qui lui compte jusqu'à 5184 pour le C9K, 6000 nits en peak boost, 3005 en pic, et 6PN Junctions, et la grosse référence, ça restera ce X11K, qui, même si c'est un modèle de fin 2024, qui continue en 2025, est tout simplement encore incroyable, je l'ai déjà dit, si certains d'entre vous hésitent. Par exemple, on sait que le C9K avait été affiché à un tarif identique à celui du X11K à taille équivalente de mémoire. Eh bien, moi, je sais que j'irai vers du X11K, même si le design du C9K avec ses bordures fines est très séduisant. On va passer cette fois-ci à cette gamme. Cette gamme, la voici, là aussi. Faites, je vais me masquer, faites une pause si vous le souhaitez, et on voit que effectivement le C6 il est moins 10 ans. Le C6 cette année c'est attention, un C6K, parce qu'on va voir qu'il y a une petite subtilité là encore, ne vous y laissez pas prendre, surtout dans les différences de référence qui peuvent exister. Le C6K c'est un produit mini LED d'entrée de gamme, c'est le pied de la gamme, qui m'a plutôt surpris, je l'avais dit au mois d'avril lorsque je l'ai découvert, produit qui vraiment a du sens sur un marché pour le primo-accédant qui veut un téléviseur secondaire, ou peu importe, qui n'a pas de gros budget, eh bien il peut aller chercher du C6K, c'est pas déconnant, je l'ai revu à Varsovie, il est également en 85 et 98 avec une dalle un peu matifiée, et c'est pas inintéressant du tout. Donc là, vous voyez bien qu'on est forcément sur une puissance lumineuse qui est moins importante, avec le boost à 1000 nits, le pic à 600. Voilà, donc ça peut ressembler à des caractéristiques techniques un peu datées, mais en même temps, c'est encore quelque chose qui peut répondre à des besoins. La distance optique, c'est 30. Ici, on voit qu'on descend sur le C9 à 10. Et là aussi, étrange, on m'avait dit que c'était entre 5 et 7 en fonction des modèles. Bon, là, on a cette information qui est 10. Et donc, on est sur du 120-144 sur tous les modèles. Et puis, à partir du C8 ou du C7, on peut également faire du DLG2, Dual Line Gate 2, et basculer en 288 Hz en 1080p, et naturellement ici on est sur de la dalle VA, et là ici on passe sur la dalle WHVA avec le fameux Crest Glow, et le C7 également est Crest Glow, et le C7 débarque également en 115 pouces. Petit passage désormais sur cette fameuse fonctionnalité de peak brightness que certains peut-être ont déjà découvert sur leur modèle de 2024, a fortiori ceux qui ont mis à jour également par le biais de ce fameux firmware, parce que je ne suis vraiment pas sûr qu'il ait été sur le firmware d'origine, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai basculé moi que je ne sais plus. Et donc la logique du peak brightness, c'est quelque chose qui va apporter les fameux boosts de luminosité dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et des boosts que j'ai pu constater, que je vous mettrai en image lors de la vidéo consacrée cette fois-ci au téléviseur C8K, C9K, où on va se parler également de la qualité de l'image. Là, on balaye un petit peu les évolutions technologiques, et où vraiment ça chatouille très très fort. Vraiment, on était là avec les confrères en se disant oh, c'est un petit peu trop là. Et donc on est ici sur, comme vous le voyez, une courbe de la puissance lumineuse. Ça c'est souvent ce que je vous montre sur mes graphiques. Alors je vais remettre la caméra parce que si je mime mais que vous ne me voyez pas, ça sert à rien. Ce que je vous montre sur ma pic de luminosité versus la taille, voilà, quand elle augmente, bon, c'est ce que vous avez là ici devant les yeux, qui est matérialisé, et qui est matérialisé dans sa version highlight normale, c'est-à-dire le mode qui est associé, qui est ici, parce que le peak luminance en mode filmmaker, il est par défaut défini sur standard. Lorsqu'on bascule sur off, c'est vraiment, ça castre vraiment très fort la dalle. Et ensuite, on a ce réglage highlight et ce réglage high dynamic. Donc, c'est des petites choses qui nous ont mises en avant. Et également, donc là, ici, on voit ce que ça donne pour le C7K, qui va quand même chercher du 3000. Et on voit ce que ça donne pour le C6. Ça, c'était le C8, ça, c'était le C6 et le C7. Et dans le C8K, ils ont pris ce modèle qui est le remplaçant du C89B.
On a également cette fonctionnalité, dont je vous ai d'ailleurs parlé également, qui est la mise en valeur des détails. Et ça peut prendre différentes dénominations. Quand on a des contenus Dolby Vision, ça s'appelle, c'est notamment le renfort de cette netteté passe par le Dolby Vision Precision Detail. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, pour le coup, ça, cette fois-ci, eh bien, ça applique un surréglage au tone mapping également. Et lorsque vous activez cette fonction, eh bien, tout simplement, ça booste la luminosité du TV et ça crée forcément des dérives. Alors attention, ces dérives, elles peuvent être très très contenues, elles peuvent être du coup imperceptibles, voire peut-être même un peu flatteuses. On sort peut-être de l'attente du réalisateur, de comment ça devrait être idéalement, mais si c'est quelque chose qui vous plaît et qui fonctionne bien, alors pourquoi pas, mais attention, il se peut aussi qu'au niveau de la haute lumière, puisque de la partie haute lumière, eh bien, on est sur une logique de tone mapping au-dessus, donc il se peut aussi également que ça fasse des choses qui ne soient pas très très joyeuses, mais TCL nous a dit travailler là-dessus. Voilà, donc ça... Le vrai sujet, à nouveau, revient un peu. TCL nous dit, bah ouais, mais est-ce que finalement, on n'a pas raison de choisir des télés de plus en plus grandes? Et on dit, bah c'est bien, quand on a un contenu qui arrive à la maison en 16/9 et qu'on a un 98 pouces, bah on a une image de 98 pouces. Mais quand on est en streaming, eh bien notre 98 pouces ne devient plus qu'un 95. Alors quand on regarde du Blu-ray avec des grosses bandes noires, eh bien notre 98 n'est plus que du 92. Allez, il faut acheter des très très grandes tailles quand même. Ça tombe bien, TCL, on a plein à vous proposer. Cette année également, et puis pour ceux qui ont déjà installé le firmware en mode bêta, eh bien vous avez vu qu'on a le Movie Mode qui existait déjà, et puis on a un Filmmaker Mode. Alors là, il a été très très drôle, parce qu'il nous a dit, ouais, vous nous avez demandé le Filmmaker Mode, on sait que personne ne l'utilisera, mais c'est pas grave, on vous l'a mis. Et donc il arrive en 2025, il est sur les TV, enfin de toute façon la mise à jour aujourd'hui qui est appliquée, et puis ceux qui utilisent la mise à jour bêta également, l'ont vu, et on a un mode Filmmaker qui ne se comporte pas partout très bien encore, en tout cas dans les versions que l'on a nous. Et courant 2025, dans le courant du second semestre, eh bien, TCL nous promet de déployer cette fois-ci le mode Filmmaker Dolby Vision, Dolby Vision Filmmaker. C'est quelque chose que moi j'ai déjà essayé sur les téléviseurs, notamment Philips que j'ai actuellement. Et ce mode Filmmaker qui, comme vous le voyez, va être disponible à partir de C6K et Filmmaker Dolby Vision qui lui arrivera dans le second semestre, eh bien, profite de ce mode ACR qui est l'Automatic Content Recognition, qui est tout simplement le fait que si l'instruction est dans le signal, ici qu'on est sur un contenu Filmmaker, qu'on est sur un contenu Filmmaker Dolby Vision, eh bien le TV va automatiquement basculer, ce qui est déjà le cas pour les contenus Dolby Vision, Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced également. Et donc là, vous voyez que Dolby Vision, c'est à partir de P7, C6K, etc. Donc ce petit tableau est très intéressant, avec en plus les logiques également ici de tone mapping, de content mapping dans le display. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui peut-être pourra en intéresser certains d'entre vous. Et puis également les choses qui vont arriver en 2025 avec le firmware. Il faut le savoir d'ailleurs, c'est un petit point, c'est que ce mode Dolby Vision Filmmaker va remplacer en fait le mode Dolby Vision Dark, puisque en fait il propose sensiblement la même chose. Donc jusqu'à ce qu'il arrive, le Dolby Vision Dark va rester a priori, et ensuite il sera remplacé, et notamment également avec la disponibilité du Dolby Vision IQ, quand on aura tout ce qui est capteur, etc. Donc des options avec ici ce qu'on retrouve, le fameux Precision Detail dans le menu Clarity, dont je vous ai déjà parlé également. Dolby Vision Gaming en 120 pour la partie console, et de mémoire on a également ensuite les autres modes d'image, standard, vivid, etc. Bon voilà, ça c'est ce que Marek nous dit, c'est ceux-là qu'ils utilisent le plus les gens, voilà, c'est ces trucs-là que les gens utilisent, votre mode Filmmaker, ils s'en foutent. Bon bref, l'input lag réduit à moins de 20 millisecondes, on serait aux alentours de 16 millisecondes également, là, on va un petit slide consacré à ça, HDMI 444 également. Et est-ce que c'est là? C'est pas là. Et ensuite, on a ici ce qui concerne la partie calibrage des TV. Ceux qui me suivent et ceux qui les ont vus également, j'ai calibré des téléviseurs en passant par ma solution Kalman, Portrait Displays, le générateur de pattern, le G1, la sonde C6 HDR 5000. Je connecte tout ça au TV et je tape directement dans les luttes du TV, y compris en HDR.
Sur du HDR10, on le voit ici, c'est available avec la fonction autocal, etc. Et vraiment, je ne fais plus rien, c'est la sonde et le TV qui communiquent et tout se passe bien. On aura sur la partie HDR10+, second semestre 2025, HLG Dolby Vision, c'est effectivement disponible. Filmmaker Dolby Vision, ça arrivera plus tard. Et le Game Mode également, que l'on pourrait du coup calibrer, ça arrivera également plus tard. Ce qui nous a pas été dit, c'est est-ce que, comme chez Panasonic, ils vont nous créer plus de modes, parce que chez Pana, je vous rappelle qu'on est sur 5 modes custom et on a en plus d'autres modes qui sont personnalisables. Donc voilà, donc on a cette connectivité qui nous permet de taper là-dedans. Donc à voir si TCL pousse vraiment le truc jusqu'au bout en nous proposant plus de modes de calibrage. Je vous cache pas que j'ai pas pensé à demander sur le moment, mais à culpa, mais voilà. Ici, FreeSync Premium Pro, compatibilité NVIDIA. Le lag ici en 1920 par 1080 à 240 Hz, on est à 2,8 millisecondes. Ça, c'est notamment également le Dual Line Gate 2 DLG2 qui permet d'atteindre ces 288 Hz et la Game Bar qui évolue un petit peu. Là encore, ceux qui ont le nouveau firmware ont vu cette Game Bar évoluer. On arrive à la slide numéro 19 pour se parler de ces fameux input lag que l'on voit ici dans la partie en bas à gauche à 10 millisecondes. En fait, c'est tout simplement un truc qui nous rappelle tous les ans. Ils nous disent, bah oui, mais Rob, souvenez-vous que le balayage démarre du haut de l'écran, il va vers le bas et ensuite on part de gauche et on va à droite. Et c'est pour ça que lorsque l'on relève le temps de réponse en haut à gauche de l'écran, ici on est à 1,7 millisecondes, ici que vous le voyez juste là, voilà, on est à 1,7 millisecondes puisque c'est vraiment le temps de latence, l'input lag le plus court à 120 Hz. Crest Glow W HVA, ce fameux revêtement que j'ai découvert encore une fois chez TCL à Varsovie. Le résultat est pas parfait pour l'instant, mais en même temps, on est sur des téléviseurs qui étaient encore en mode prototype et j'ai été jeter un œil du côté des firmware. Et oui, on était vraiment sur des firmware en série R, donc c'est vraiment des firmware de test. Néanmoins, ils doivent nous fournir des résultats de mesure qui ont été faits, nous a-t-on dit, avec un Minolta CS2000. Minolta CS2000, est-ce que je vais vous montrer ce que c'est? Vous allez voir que c'est un spectro qui est, qui est un petit peu... voilà. Hop, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, ils vont réaliser des mesures d'angle de vision avec ce truc-là. Et ils vont ensuite nous les partager pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe sur les angles de vision et est-ce qu'on a un affadissement des couleurs ou pas. Moi, pour l'instant, j'ai trouvé ça assez impressionnant sur certains modèles avec des contenus quand même qui vont bien. Et après, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus critiquables. Voilà, je vais encore prendre des pincettes et vous aurez des images et vous verrez que c'est quand même pas déconnant du coup. Allez, ensuite, on a les gammes qui sont en Crest Glow HVA et non WHVA, attention, hein, il ne faudra pas confondre, c'est ce que je vous le disais. On a un C7K qui, lui, a cette particularité d'avoir ce revêtement et d'avoir également, comme C8 et C9K et Q8C, pardon, comme on le voit là, des bordures très fines, très jolies. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous en ai quand même pas mal déjà parlé. Ensuite, on a ici un petit sujet qui est très rapidement, c'est les structures des dalles. Donc, on a les films. Donc, on a un film anti-reflection qui va être celui que l'on va retrouver massivement sur les séries C. Hein, voilà, je vais me remasquer à nouveau. Hop, voilà. Donc, on va retrouver ce filtre anti-reflet avec des noirs profonds et une très bonne absorption de la luminosité ambiante. On verra ce que ça donne dans mon salon. On a un anti-glaire qui, lui, est bien costaud, mais qui, du coup, n'est pas bon pour les reproductions des contenus HDR, donc qui est finalement a priori assez peu utilisé. On a le revêtement mat qui était sur la gamme Art de TCL qui désormais s'appelle Next Vision et non plus Next Frame puisqu'ils n'ont plus le droit d'utiliser cette appellation Next Frame. Et ensuite on a le Basic Coating. Ça c'est un point qui était un peu intéressant puisque ça c'est tout simplement ce que vous aviez là sous les yeux mais filmé par moi, mon smartphone et mon espèce de petit microscope. Je me suis posé sur une image et on a été interpellé avec le gars de chez Flat Panel HD parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, dans la structure qui est composée donc, de ces 8 petits blocs là pour chacune des diodes RVB, donc là je suis sur un aplat de blanc, hein, après, oui c'est ça, c'est un aplat de blanc à ce moment-là, et on voit qu'on a ici les 4 petites portions qui sont éclairées différemment. Donc j'ai posé la question à Marek, j'ai posé la question à Christian, je leur ai dit comment ça se fait qu'on a ces 4 petits points qui sont éclairés différemment. Le gars de Flat Panel, on a commencé à se dire est-ce que c'est pas le filtre, enfin le film qui est là justement pour élargir les angles de vision, qui fait en sorte que cette
portion-là, justement, si vous voulez, les angles, ils sont légèrement déviés par rapport au centre même de la dalle. Ce qui permettrait de produire, du coup, eh bien, de la couleur un petit peu plus sur les côtés. Mais quand mon petit microscope, la USB, lit ce qui se passe sur la dalle, eh bien, il voit cette dérive, en fait. Il faudrait que je puisse mettre le microscope sur le côté pour voir si on revient sur un bleu qui ressemblerait au bleu du dessus. Ça, pour le coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai posé la question à Christian, qui a souri et qui m'a dit c'est une partie de la réponse. Et il n'a pas voulu me dire la suite de la réponse. Quand je lui ai dit ouais, mais alors c'est quoi? Il me dit non, malheureusement, on ne peut pas clairement parler de cela. Mais une piste que j'essaierai de continuer de creuser, ou en tout cas quelque chose que j'ai pu noter et qui potentiellement pourrait expliquer ce qui se cache derrière cette dénomination WHVA. Ensuite, ici, on va découvrir les 4 piliers des compensations techniques qui sont dans les derniers téléviseurs. Il y a des choses qui existaient déjà et qui progressent du coup. Et donc, on a l'effet Demora. L'effet Demora, il est là pour tout simplement compenser tout ce qui est la gestion de l'uniforme. C'est pas l'uniformité, parce qu'on va plutôt se parler du phénomène du DSE, le fameux Dirt Screen Effect, qui, comme TCL l'indique, est largement visible par le public. On le voit, ils indiquent ici que c'est very visible to users. Donc ce phénomène de Dirt Screen Effect, eh bien, c'est tout simplement l'apparition de taches un petit peu plus sombres en fonction de ce que vous regardez. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on va voir si c'est mal géré, et c'est quelque chose que TCL nous dit, mais ça, on arrive à le corriger assez facilement, de manière statique. C'est pas quelque chose de dynamique dans le traitement de la puce, donc on arrive à le compenser. Ensuite, on a un autre sujet également qui est implémenté et qui est lui aussi un phénomène plutôt statique, Static Array Brightness Map Keeping High Uniformity. Eh bien, c'est justement la gestion de l'uniformité, cette fois-ci du rétroéclairage du panneau, pour avoir une uniformité de ton tout simplement sur l'image. Ça, déjà, il considère que c'est un petit peu plus visible de many users. Le Demora Effect, phénomène de Dirt Screen Effect sur des panoramas, sur des mouvements panoramiques des plans à l'horizontale et à la verticale. L'effet d'uniformité peut se matérialiser, par exemple, par du vignettage. C'est-à-dire qu'on va avoir des bords d'écran qui sont vignettés, sont en fait un petit peu plus sombres que ce qui est au centre de l'image. Donc ça, c'est une compensation qui est appliquée sur les téléviseurs et qui est appliquée par une correction dite statique. Et puis ensuite, arrive cette fois-ci le FALD, le Full Array Local Dimming, qui lui aussi est implémenté et qui, cette fois-ci, on parle vraiment de métadata qui sont dans les contenus, qui vont venir demander au panneau de rétroéclairage d'agir de manière dynamique. Et donc ça passe par la puce, ça passe évidemment par toutes les logiques de traitement du pixel, et donc du coup, on est sur quelque chose qui est déjà plus visible par les cinéphiles un petit peu plus experts. Bon, je pense que là, ils exagèrent un peu, parce que c'est aussi là-dedans, finalement, que l'on va retrouver les phénomènes de blooming, etc. Et ça, c'est facilement visible, je pense, de la part de n'importe qui, compte tenu de la puissance lumineuse aujourd'hui des téléviseurs. Et ensuite, on a le vrai sujet qui est ongoing, donc qui est en cours de développement encore actuellement, qui est cette fameuse courbe EOTF de référence, comment on vient bien suivre aujourd'hui cette courbe avec cet traitement. Et là, la logique de OTF, ils m'ont carrément dit que c'est du traitement du processing EV, donc c'est quelque chose de très costaud à gérer pour la puce. Et comme TCL n'évolue pas, ils restent sur la Pentonic 700, et quand on leur demande pourquoi ils n'évoluent pas, ils nous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc voilà, ils disent pourquoi évoluer, pourquoi passer sur du 800, pourquoi passer sur du 1000. Bon, moi je pense qu'il y a une vraie logique de coût derrière, et je pense que ça mériterait d'évoluer. On l'a vu que certains, ils sont passés notamment sur le LED pour limiter le phénomène de banding, postérisation. Bon, ça serait pas mal si TCL y passait, notamment peut-être sur certains modèles. En tout cas, c'est pas leur propos, et ils nous disent que ça, clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels ils travaillent visiblement de manière assez active et qui occupent pas mal de ressources. Les gens, on en arrive maintenant, modèle 2024 versus modèle 2025. Ça, vous l'aviez déjà vu. Comment ça se passe? On a un X955 qui en 2025 devient un X11K,
qui ne perd pas son modèle 115, le 115 Max, je pense qu'il reste quelque part par là, qu'il est reconduit, mais c'est vrai que 85-98, c'est pour le X11K. Le C9 qui apparaît avec ses 3 diagonales d'écran, le C8K qui lui remplace le 855 C89B, 65, 75, 98, vous avez là, le C765 qui est remplacé par le C7K qui introduit ce modèle de cette diagonale de 115 pouces. Et ensuite, on a le C6K qui reste dans la famille du mini LED, qui démarre à du 50 pouces et qui va jusqu'à du 98 pouces. Dalle mat, semi-mat pour le 85-98, ils nous l'ont montré. Il n'était pas en situation pour qu'on le voit parfaitement, il était caché derrière certains modèles, mais c'est effectivement une dalle un peu semi-mat, produit qui a du sens. Le C6K, je vous l'assure, je pense qu'il a du sens. Donc 98 et 85 avec ce revêtement, mais attention, on a également un C6KS qui va remplacer le 655 Pro, donc ne vous faites pas avoir entre guillemets, si vous tombez sur cette référence, ça va du 50 au 75 pouces, mais c'est du mini LED, on passe du Fold à du mini LED, mais en 60 Hz. Et ensuite, les séries P sont sur du QLED, avec un QLED, un P8K qui est en 144 Hz quand même, donc là aussi, ça va être un produit d'appel qui va être plutôt sympa. Allez, c'est là que certains d'entre vous vont vouloir prendre des photos, mémoriser ça, partager sur des forums, mais non, dites d'aller voir David Noguera sur sa chaîne YouTube. Et regardez, c'est là qu'on a toutes les caractéristiques techniques, mais qu'en même temps, je vous avais déjà partagé. On a les dénominations que je vous ai partagées, moi, jusqu'à maintenant. Et on va prendre, par exemple, le C8K, et on va voir qu'on a 3480, et je vais même les noter pour être sûr que je ne fais pas de conneries, 3480, 2880, 2176, 1680 zones. Et donc, on est là sur le C8K. Vous avez tout ici. Je vous laisserai mettre pause. Regardez, c'est des choses dont on sait déjà un peu parler. Et donc ça, c'est nos références, telles qu'elles nous ont été communiquées par TCL, telles que je vous les ai communiquées. Mais quand on fait cet événement européen, eh bien on voit qu'on en a d'autres, des références Europe-UK avec Q8C, Q7C, Q6C, etc. Et si on reprend les caractéristiques techniques, bon, bah on voit qu'on est sur Up 5 minutes, là on est sur du C8K Up 5 minutes, bon bah ça ressemble pas mal, je vous les ai notés juste avant, 3480 c'est la même chose, 2880 c'est la même, 2176 et 1680 c'est la même chose. Et donc en fait ce Q8C qui fait de 65 à 98 pouces, et bien en fait c'est tout simplement le C8K et vous le voyez d'ailleurs que le Q8C il est d'ailleurs disponible chez sonvideo.com en cours d'approvisionnement à un peu moins de 3000 €. Et donc TCL nous dit bah ça c'est des dénominations qu'on fait, qu'on crée, qu'on lance pour répondre à des demandes sur les marchés. Mais c'est pas tout parce qu'on a en plus du MQLED. Et le MQLED, par exemple, 80, eh bien vous le voyez, on n'y est plus du tout. Et le MQLED 85K non plus. Donc, je vous rappelle que sur du 65, on était sur 1680. Vous voyez que le nombre de zones et la luminosité, ici, ce n'est plus la même. Donc, ne considérez pas que le MQLED 85K, ce soit un C8K ou un C9K. Pas du tout. On n'y est pas. Là, on était sur plus de 5000 nits ici. Sur le hop, tac, je reviens, sur le MQLED 85K, on n'y est pas, on est sur 3000, on est sur Crisglow HVA et pas sur Crisglow WHVA. Donc faites bien attention à ces fameux MQLED parce qu'on n'y est pas. Et ensuite, dernier point, on retrouve un C89K cette fois-ci qui reprend nos 1680, 2176, 2880 et 3480. Je vais zoomer ici juste sur cette partie-là. C'est le même téléviseur, sauf que l'on a un 55 pouces qui lui est en 720 zones. Et ce 720 zones, en fait, il n'est pas dans notre C8K. Vous voyez, on n'a pas de 55. Donc le 55 pouces va vous être proposé sous la référence C89K, par exemple, avec 720 zones. Donc on va avoir des références comme ça, qui vont varier. On reste sur du système audio 6.2.2, avec du 90 watts et la compatibilité Dolby Atmos, etc. Donc plein de petites subtilités, mais l'avantage, eh bien, c'est que vous les avez devant les yeux, les petits tableaux. Je sais que certains vont en faire des captures et vont pouvoir tout simplement partager cela en espérant que ça reste sur le Discord. Pour ma part, je vous les partagerai également. Ensuite, qu'est-ce qui change
C855 versus C8K. Le 855 est juste là, modèle de 2024. On voit que sur la partie haute, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais on était sur 16 bits de pilotage, 10 bits PQ, 6, machin. Et là, on voit que bon, bah, on a notre fameuse gestion dans les basses lumières qui va être travaillée. Le pic de luminosité, lui, il augmente sérieusement. On est jusqu'à du 5000 nits en boost, 3005 en boost l'année dernière, 2005 et 2000 pour Movie Sustained, donc je pense que c'est un pic de luminosité, cette fois-ci que le téléviseur va tenir. Chris Glow, Wide HVA, 0 border, donc ça c'est les bordures fines avec le revêtement dont on s'est parlé, et puis ensuite, bah voilà. Et IPQ 3.0, c'est marrant, donc là il est le plus spécifié et pas là. Voilà, donc 144, 288, on était sur 144, 240, ça pour les changements. Voilà, C765 qui désormais va basculer vers du C7K, et donc bah, lui déjà, il fait appel aux 115 pouces. Voilà, donc ça, déjà, c'est une augmentation de la taille de l'image qui est naturellement considérable. Et puis, bah, pareil, on retrouve les mêmes évolutions sur la logique du panneau, là aussi, même niveau d'intensité d'amélioration lumineuse, même niveau d'amélioration également sur les modes d'image. On va terminer avec le C6K, on ne parle pas du C9K puisque lui, il est nouveau, et donc vous irez voir si vous le souhaitez également l'autre vidéo qui vraiment est consacrée à cela. Et là, sur l'entrée de gamme du mini LED, si j'exclus le C6KS qui est un mini LED mais qui n'est pas 120, et bien là on voit vraiment qu'on est sur quelque chose aussi qui progresse bien, une augmentation de la taille, et si c'est un produit qu'on va retrouver pas cher, ça peut être très très intéressant. Naturellement on est sur des zones qui sont bien moindres et sur une luminosité également qui est moindre et qui est sur un panneau HVA, qui est le panneau Vertical Alignment de base chez TCL. Certains avaient, j'ai lu des papiers où disaient ouais, les nouvelles dalles HVA. Non, c'est nouvelles dalles, c'est WHVA. Le HVA, c'était déjà les panneaux. Et donc, c'est l'introduction également du mode filmmaker par rapport à l'année dernière où il n'y était pas. On sait que cette mise à jour un peu détournée nous a permis d'accéder à ce mode filmmaker. Enfin, j'en arrive à la dernière slide. J'imagine que vous devez un petit peu commencer à transpirer. L'avantage, c'est encore une fois que vous pourrez faire pause. Pourquoi pas également sur ce tableau. Encore une fois, je pense qu'il sera en partage sur le Discord. Et alors là, si vous aimez les chiffres, que vous aimez vous faire mal à la tête, que vous aimez voir quelle est la densité de diodes par mètre carré, etc., eh bien là, vous avez tout. Et on peut voir que ce X11K est quand même une sacrée bête et que vraiment, je pense qu'il ne va pas falloir le dénigrer, ce produit, s'il profite de promotion en 85 et en 98 pouces. Vraiment, il va falloir s'interroger sur ce produit-là. Donc, pour ceux qui aiment les chiffres, eh bien, vous avez tout ici. Je vais faire réapparaître ma petite caméra. Il me reste ici un slide. Bon, non, bah, je vais la remasquer. Finalement, c'est les récaps des prix au lancement, donc en mars 2025. Voilà un peu les prix, et je vous dis vraiment, lui, là, ce C6K, là, ici, là, là, on est sur moins de 2300 € pour un 98 pouces, c'est un prix public. Un 98 avec cette espèce de finition un peu mat, bon, bah là, je vous dis, ça va chatouiller. Et donc, vous voyez, on avait le même prix ici en 85 pour un C9 ou un X11. Et moi, je ne veux influencer personne, parce que j'ai pas eu le C9, avec son mode Dolby Vision, enfin avec son mode Filmmaker et son mode Dolby Vision Filmmaker à venir. Mais franchement, voilà, en termes de densité de zone de rétroéclairage, il est impressionnant. Le X11K, avec mon petit camarade David César, au mois de mars, on s'était quand même dit que c'était une sacrée bête, ce truc-là. Bien, voilà, c'est là-dessus que s'achève cette très très longue vidéo. Encore à n'en pas douter, puisque j'ai chaud, je vous ai partagé un maximum d'informations pour vous aider à choisir comme d'habitude. Du coup, est-ce que vous allez partir sur un modèle de 2024 ou est-ce que la promesse pour ces modèles de 2025 vous plaît, elle vous séduit? Est-ce que vous êtes ferré? On s'en reparlera aussi lorsque je retrouverai également ces téléviseurs à la maison pour des tests complets. Les tarifs sont ce qu'ils sont. Je vous rappellerai quand même que tous ceux qui seraient intéressés par les modèles de 2025, eh bien c'est à l'été 2024 que les modèles de 2024 ont été
bien animé, avec des prix en baisse, avec des offres de remboursement sérieuses du côté de chez TCL, des offres très intéressantes également de la part de certaines enseignes. Est-ce que ça va se reproduire exactement de la même manière cette année? J'en sais trop rien, on verra, mais il y a des grandes chances, parce que je pense que le succès de l'année dernière, succès commercial de l'an dernier, va les remotiver. Et puis ensuite, on aura la phase Black Friday, mais un Black Friday qui était finalement moins intéressant, qui a eu plus de mal à démarrer, même si c'était un Black Month, hein, carrément, on était carrément un Black November, même si voilà, il a mis un certain temps à se mettre en place, les offres n'étaient pas toujours percutantes, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais voilà, on était au mois de juin, on avait déjà eu des choses assez intéressantes. Donc voilà, deux périodes pour vous équiper. Ou alors, pourquoi pas, choisir un modèle de 2024. Allez, n'hésitez pas maintenant, vous avez dans la description les liens qui vous mèneront vers mes réseaux sociaux, vers le groupe de discussion Discord, mais aussi vers la première vidéo de présentation où cette fois-ci vous aviez des images, hein, plus concrètement, la connectique, les TV, les bezels, et puis ça va être suivi très très prochainement d'une vidéo, cette fois-ci où je reviendrai sur C8 et C9 et où je vais vous partager des résultats, des mesures pour ces deux téléviseurs également. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Puis réagissez dans l'espace commentaire. Est-ce que cette très longue vidéo vous a plu? Vous a-t-elle semblé intéressante? J'ai sans doute parlé très vite, mais c'est comme ça. C'était de la full impro. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!